We are facing a climate emergency that is hitting Africa harder than anywhere else. Even though the continent contributes just 4% of global greenhouse gas emissions. In the Horn of Africa, 22 million people are now at risk of starvation amidst the region's worst drought in 40 years. Meanwhile, in Madagascar, millions of people are facing famine after 4 years without rain. To make matters worse, the war in Ukraine is causing food and fuel prices to rise dramatically, making it harder for Africans to feed their citizens with food imported from abroad. Hunger already affects around 240 million Africans today, and that number will increase significantly if global warming reaches 1.5 degrees, which will cause more frequent climate disasters such as drought and floods across Africa. Today, most people in sub-Saharan Africa depend on things like agriculture, herding, and fishing for their livelihoods. These activities will be massively impacted by climate change. So, what can we do about it? The good news is, we can take the crisis as an opportunity to transform Africa's food systems to allow the continent to take back its food sovereignty. Imagine a future where Africa can feed its people with diverse, locally grown foods that create jobs and livelihoods for its people while minimizing carbon emissions. And imagine a future where Africa's landscapes are healthy, resilient, and resistant to drought and other impacts of climate change. That future is already on its way. Africa is already brimming with many incredible examples of grassroots solutions powered by traditional knowledge combined with the latest science and technology. But now, we need to massively scale up these solutions to ensure no one gets left behind as we battle through these crises. We need a paradigm shift away from business as usual and recognize that by building climate resilience, we're also combating poverty and promoting peace and stability across the continent. By 2030, Africa will need over $3 trillion in climate financing to achieve the goals of the Paris Agreement. These investments will need to climate-proof African agriculture with tools like agroforestry, agroecology, and the circular economy. We need to include and engage with people from all walks of life, including local champions, traditional leaders, youth, and women. These people are building the Africa of tomorrow, and we Africans must make sure that we create the conditions for them to thrive. It's time for us to build a resilient and equitable food future. Welcome to GLF Africa. We are delighted to have you here with us today, and we hope you enjoy the conference. Bonjour, soyez les bienvenus au GLF Afrique 2022. Je m'appelle Anita Morakia et je serai le modérateur de cette plénière d'ouverture. Il y a des centaines de personnes qui se joignent à nous du monde entier et je vous souhaite à tous la bienvenue. Comme nous l'avons bien entendu dans la bande-annonce, la crise climatique frappe l'Afrique de façon inédite et les chiffres ne mentent pas. La famine maintenant porte tort à des millions d'Africains et plus de 22 millions de personnes sont en risque de mourir de faim et de famine. Et pas seulement en Afrique, et ces chiffres continueront à être plus importants quand la température continuera de monter. C'est un temps de crise, c'est un temps critique, mais les solutions existent et elles proviennent de l'Afrique elle-même. Nous avons l'occasion de transformer la vision, les ambitions en solutions qui vont combiner les mœurs, la connaissance scientifique et communautaire et traditionnelle qui nous mènera à un système alimentaire souverain et plus résilient. Avec les intervenants qui sont tous des leaders dans leur secteur, nous allons suivre leur leadership et leur savoir-faire
et pour avoir une vision, une perspective et voir comment nous allons construire la résilience des systèmes robustes et savoir qu'est-ce que sont les systèmes alimentaires souverains et robustes en Afrique. Et j'introduis le secrétaire d'État pour le ministère fédéral pour la coopération économique et le développement en Allemagne, Monsieur Johann Flashback. Le secrétaire d'État a pris ses fonctions en 2021 et avant cela, il a été président pour l'Agence fédérale de l'environnement pour une période de 4 ans. Et secrétaire d'État, Monsieur Flashback, vous avez la parole. Bonjour. C'est un bonheur que de pouvoir m'adresser à vous à l'ouverture de la conférence du forum 2022. Merci de m'avoir invité. On n'avait jamais dû braver autant de crises qu'actuellement. Le changement climatique, la pandémie et les conflits. Nous sommes vraiment soucieux de l'impact de la guerre de la Russie contre l'Ukraine et comment cela va affecter les systèmes alimentaires. Plus d'un tiers de près de 170 millions de personnes vont être affectées par la famine. En 2022, la crise alimentaire nous inquiètent. Les systèmes alimentaires représentent 80% de la déforestation et cela rend la crise climatique encore pire. La dégradation des sols et qui sont causées par des pratiques agricoles non durables qui affectent les petits exploitants et qui doivent continuer à raser les forêts. Et notre objectif d'éliminer la famine, nous devons accroître nos efforts. Aujourd'hui, non seulement nous avons besoin de mener une action contre une des crises alimentaires les plus importantes, mais il faut que notre système alimentaire soit résilient. Et considérons ceci comme une opportunité. L'Allemagne a travaillé activement pour transformer les systèmes agricoles. Et après la présidence de G7, nous voulons parvenir à plus de durabilité et de résilience des systèmes alimentaires pour le bénéfice des individus et de la planète elle-même. Et en tant que président G7, le président Schulz a lancé l'Alliance pour la sécurité alimentaire avec la Banque mondiale. L'Alliance a soutenu la production agricole durable, qui est un des grands piliers. La Convention des Nations Unies pour combattre la désertification et ainsi que la Convention pour la CBD et la restauration de la biodiversité et des paysages pour restaurer les terres et ses ressources. À BMZ, nous soutenons ces efforts car nous sommes convaincus qu'ils sont cruciaux pour le développement. Protégeons les ressources de la nature, les écosystèmes et nous allons restaurer et utiliser de façon responsable les terres. Et il faut assurer que les bailleurs de fonds agissent de manière responsable et évitent les déplacements des personnes, assurent leurs moyens de subsistance et les protègent contre le changement climatique. Et soyons en contact avec les communautés traditionnelles pour protéger les paysages traditionnels et locaux. Assurons que les personnes aient un accès équitable aux droits fonciers et d'autres ressources, surtout pour les groupes dont les droits ont été oubliés, surtout les jeunes et les femmes, comme les porteurs du changement et des innovations. L'Afrique a la population la plus jeune au monde et ceci donne au continent de permettre à la jeunesse de devenir les meneurs d'un changement et les porteurs des changements et que les jeunes s'impliquent dans ce forum global des
paysage. Et nous avons le GLF Afrique 2022 pour trouver des solutions adéquates aux multiples crises que nous affrontons. Et c'est pour cela que BNZ soutient ce forum global des paysages. Et merci beaucoup d'être ici. Et je vous envoie de chaleureuses salutations. Merci, secrétaire d'État, Monsieur Flashback, pour expliquer le soutien d'Afrique à l'égard des politiques de la biodiversité, les réformes, les financements. Ceci va établir la cadence et définir les rôles sur comment d'autres facilitateurs et bailleurs de fonds vont pouvoir s'impliquer, surtout quand on parle d'une vision de perspective. Et maintenant, je passe une question à notre public par Slido et nous allons présenter un lien sur le chat et j'invite notre public à répondre en un mot. Quel sera l'avenir d'Afrique? Nous allons réfléchir et nous allons nous pencher sur vos réponses. Et qu'est-ce qui va conformer le futur de l'Afrique? Et je vais présenter notre 3 orateurs suivants qui vont maintenant expliquer leur vision pour un futur alimentaire résilient, qui sera présenté par les innovateurs africains, les leaders, les femmes et les jeunes, et seront catalysés par les investissements globaux. Alors, nous allons commencer avec le professeur Carlos Lopez. Professeur Lopez, qui est un professeur honoraire de l'école Nelson Mandela sur la gouvernance publique à l'Université de Cape Town. Après, le directeur général de l'Institut de la recherche pour l'élevage, le directeur général a un grand savoir-faire dans la recherche de l'élevage en tant que scientifique et dans de nombreuses agences de donateurs. Il a un grand portefeuille sur l'élevage et les agences de développement international. Et nous avons le cofondateur de la coalition des jeunes et INASA qui est acteur dans le cadre du secteur des changements climatiques qui sert la communauté globale au Rwanda. Monsieur Carlos, vous avez la parole. Comment construire un avenir équitable? Chers participants, l'Afrique est au front et fait face à une crise climatique inédite, surtout dans la Corne d'Afrique, la pire crise de 40 ans, dans 40 ans. Et nous avons le besoin de transformer surtout les systèmes alimentaires du continent. De nombreux pays importent et dépendent des importations d'aliments. Et nous avons besoin de retrouver la souveraineté alimentaire. La guerre en Ukraine nous rappelle que les chocs externes s'ajoutent aux problèmes que nous subissons déjà. Puisque les solutions existent, nous avons besoin d'investir dans des interventions politiques transversales pour avoir des politiques plus résilientes aux impacts des changements climatiques. Le premier mouvement seront les investissements, les infrastructures qui vont soutenir la logistique, les stockages et l'irrigation. Près de 95% des récoltes est irriguée par l'eau des pluies. Et la force de travail est impliquée dans l'agriculture au niveau rural, dans les régions rurales. Ceci est dramatique dans ses conséquences. L'infrastructure est nécessaire dans tout le continent et nous avons besoin d'échanges. Il y a une affaire pour soutenir les pratiques agricoles régénératives qui ont démontré la possible résilience des écosystèmes. Mais pour ce faire, nous devons engager les gouvernements pour abattre les barrières entre les fermiers, des mesures qui vont inclure
l'accès aux racines jusqu'au marché, offrir des financements pour le développement et développer les compétences, faire le suivi des marchés et l'impact climatique dans le système de production, les options d'adaptation pour de nombreux États africains, la concentration de la richesse dans des entreprises importantes et les empêche d'avoir des marges d'arbitration et se protéger des chocs environnementaux. Et il faut assurer que les exploitants reçoivent des prix dignes pour leurs produits et les consommateurs et les agro-affaires ne soient pas trop chargés dans leur consommation. Faire la traçabilité de la consommation, de la production pour assurer que les alertes précoces et que nous ayons des interventions efficaces. Le continent africain et les zones de libre-échange offrent l'occasion de transactions qui vont assurer et encourager la sécurité alimentaire dans toute la région. Mais pour le continent africain et les zones de libre-échange, il y a un grand besoin de développer les compétences des institutions, des marchés qui doivent fonctionner plus effectivement. Il faut encourager les investissements pour un approvisionnement plus efficace des aliments. Et nous avons besoin de leadership, mais la mobilisation de la société civile est urgente et ils doivent l'exiger. Nous avons besoin de stratégies pour le continent et nous devons mener des actions concrètes dans les chaînes de valeur. Et ceci est essentiel pour améliorer les pratiques des exploitants, des agriculteurs, régénérer les agricultures et améliorer la production. Nous n'allons pas voir de changement si on ne voit pas les prix être justes. Nous avons besoin d'une narrative où nous allons éviter les pertes de la production et nous devons améliorer l'utilisation des sols et de l'eau et accroître la production basée et fondée sur des émissions faibles de carbone. Et nous croyons fermement en tout cela. Si nous sommes réactifs, nous allons continuer à subir encore plus la même chose. Mais si nous devenons proactifs, nous allons devenir les leaders des nouveaux systèmes alimentaires. Merci beaucoup. Félicitations aux organisateurs. Merci d'avoir organisé cette conférence numérique du GLF. Je suis heureux de faire partie de cette plénière d'ouverture, peindre un avenir équitable, un avenir alimentaire équitable, et je vais parler de l'élevage. Saviez-vous que l'élevage est essentiel pour le développement d'un continent, pour ses moyens de subsistance et la transformation de l'économie? Je vais partager quelques faits probants avec vous. Près de 40% du PIB agricole en Afrique provient de l'élevage et représente de 15% à 80% dans certains pays. 70% du lait et de la viande consommée vient de petits exploitants et de systèmes de petits exploitants. 44% de la planète et un tiers est investi à cette activité. Nous avons des millions d'hectares voués à la production de l'élevage et qui ne peuvent être utilisés pour aucune autre production. Et nous dépendons sur les revenus de l'élevage et les fertilisants et les engrais
Et l'élevage n'est pas seulement une source d'alimentation, c'est une source de nutrition et d'un régime alimentaire bien équilibré, surtout pour les plus vulnérables. Sont une source de revenus, d'emplois pour plus de 200 millions de personnes sur tout le continent. Et c'est un réseau de sécurité et c'est une réserve de capitaux pour les frais, pour les services de la santé et pour les célébrations, ainsi que bien d'autres activités. Le continent développe son économie et transforme le secteur rural, mais ces millions de petits exploitants et de producteurs, y compris les pâturages, sont cruciaux pour cette transformation. Si l'élevage est si important, pourquoi alors sont-ils devenus un si grand problème aux yeux de la société? Et pour répondre à cette question, nous devons résoudre une équation multifactorielle. Cette équation s'associe à la demande en sources alimentaires animales. Au fur et à mesure que les revenus augmentent, il faut parler de la contribution au développement et aux résultats du développement dont on a déjà parlé, et il faut atténuer les torts associés à l'élevage quand l'élevage n'est pas bien géré. La solution pour résoudre cette équation multifactorielle ne sont pas fondées sur plus d'élevage, mais plutôt sur un élevage plus productif qui réponde aux contraintes environnementales et des systèmes d'élevage qui pourront répondre à la durabilité environnementale, ainsi que pouvoir produire une alimentation sûre pour la population croissante. Les solutions doivent s'associer à l'intégration de nombreux facteurs, doivent être adaptés aux produits et aux circonstances économiques et environnementales. Et une taille s'applique à tous n'est pas la réponse. Il y a de nombreuses solutions. Saviez-vous qu'il y a de très nombreuses solutions disponibles et ce sont des options gagnant-gagnant qui peuvent accroître les possibilités. Supposons que l'environnement institutionnel soit percutant. Voici les aspects technologiques à mettre en œuvre pour répondre à cette équation dont j'ai déjà parlé. Nous pouvons faire que l'élevage soit plus productif en améliorant leur statut, leur régime nutritionnel, et c'est pour cela que nous avons les pluies saisonnières pour mieux nourrir leur élevage, leurs troupeaux, ainsi qu'améliorer les fourrages, mais également l'importance des résidus des sous-récoltes, des récoltes pour produire des graines, des semences et nourrir le troupeau et améliorer la santé des troupeaux pour que les services soient disponibles et qu'on puisse contrôler les maladies les plus sérieuses de l'élevage, améliorer le contexte génétique. Notre continent est riche en diversité génétique qui peut s'appliquer dans les différents environnements de notre continent. Ces solutions, si nous pouvons les offrir en établissant une correspondance avec les circonstances environnementales, les produits qui sont demandés, cela veut dire que nous pouvons aspirer à un meilleur système, mieux gérer les terres au lieu de nous opposer au pâturage. Ce sont les pierres de voûte pour le continent. Nous devons bien sûr nous assurer que ces terres soient gérées de telle façon qu'elles puissent respecter les besoins environnementaux et transformer
le pastoralisme, pas seulement comme une source de viande et de lait, mais comme une source de gardiennage environnemental et de séquestration de carbone. Si nous pouvons y parvenir, nous pourrons avoir trois situations gagnantes: plus de revenus pour les exploitants, plus de viande et de lait pour satisfaire la demande et atténuer l'intensité des émissions en augmentant la productivité. Si nous augmentons la productivité, nous allons réduire l'intensité des émissions. L'élevage peut nous aider à répondre aux problèmes de vulnérabilité, de résilience en même temps. Quoique ce discours parle des impacts de l'élevage sur l'environnement, nous avons la question très importante du changement climatique et ses impacts sur l'élevage. Et les troupeaux sont la garantie et la sécurité des exploitants et des producteurs. Alors, pour gérer ces terres et introduire des politiques et des systèmes qui nous permettront de le faire et offrir des réponses qui permettront non seulement la production de viande et de lait, etc., et de laitage, mais répondre aux défis environnementaux de notre temps. Quelles sont les lacunes à remplir dans ce contexte? Il y en a de très nombreuses, mais nous avons également de nombreuses solutions à offrir. Nous devons trouver de meilleurs objectifs. La solution n'est pas la même partout. Nous devons, par exemple, assurer que les conditions environnementales soient respectées. Nous devons soutenir les unions africaines, les terres pour le secteur de l'élevage. L'Union africaine a une stratégie dans le cadre de l'élevage et les pays individuels dans toute l'Afrique conçoivent déjà des plans pilotes pour l'élevage. Alors, encore plus de données pour que nous ayons de meilleurs processus décisionnels. Si nous pouvons tous faire cela, nous allons réduire les émissions, faire que l'exploitation fermière soit meilleure, contribuer aux moyens de subsistance et assurer la sécurité alimentaire. La jeunesse est au cœur de la transformation que nous recherchons. Et j'espère que vous serez convaincus que nous sommes déjà trouvé un équilibre pour la durabilité et l'Afrique est un continent très riche et nous pouvons contribuer au développement de l'économie. Notre pays subit les aspects négatifs du changement climatique. L'Afrique est un des continents qui n'a pas contribué aux émissions de gaz à effet de serre et pourtant on paye le prix. Et le problème maintenant n'est pas dans l'avenir. Nous avons une crise maintenant. Nous avons des sécheresses, des inondations et nous avons une perte de terre et un manque d'eau. Et il faut se rappeler que les communautés africaines sont une source d'alimentation et de développement économique pour nos communautés, tout spécialement les zones rurales. Et surtout, nous visons les jeunes. Le rapport sur la sécurité alimentaire nous montre que les catastrophes causées par le climat seront de plus en plus graves. Aujourd'hui, plus de 75 millions de personnes et dont 250 millions de personnes font face à la pénurie d'aliments. Et je viens de Rwanda et j'appartiens à cette génération de la jeunesse africaine. Nous ne sommes pas des victimes, mais nous voulons être une partie prenante importante dans le secteur alimentaire, surtout dans le secteur
visant la sécurité alimentaire. African Youth porte le leadership dans ce secteur et nous croyons aux solutions locales qui proviennent de nos pays. Ce qui se passe au Gabon, le mouvement mené par Tamara, et nous avons des agroaffaires qui se ciblent sur le marketing, et ce qui se passe dans mon pays où nous avons un forum d'agroaffaires pour les jeunes fermiers pour s'impliquer et s'engager vis-à-vis de nos communautés dans ce domaine-là. La génération africaine est maintenant éveillée et nous allons contribuer à la prospérité de l'Afrique. Mais nous avons besoin de leaders africains qui s'impliquent activement dans le secteur de l'agriculture. Après tout, l'agriculture est un des métiers les plus beaux du monde et les agroaffaires en Afrique parviendront à l'agenda de 2030 et tout le monde doit manger. Et nous devons faire face aux aspects négatifs du changement climatique en établissant un système accessible et un engagement financier qui pourra nous mener à l'atténuation et à l'adaptation dans le futur. Merci beaucoup. Merci Ineza, merci à tous pour vos réflexions, vos perspectives. Cela a déjà établi le scénario pour tout ce qui va s'en suivre. Passons à la phase suivante de la plénière. Oui, nous avons une perspective, une vision, mais passons maintenant à mettons-les à jour dans le contexte actuel. Comment mettre à jour ces visions tout en prenant compte des problèmes autour des droits au paysage, des droits fonciers. Comment reconcevoir l'agroécologie pour parvenir à la résilience de nos moyens de subsistance. Comment est-ce que les entreprises vont assurer des chaînes de valeur, de produits qui puissent garantir nos moyens de subsistance. Et notre prochain panel d'orateurs, dont le savoir-faire en tant qu'acteurs et praticiens, pourront nous aider à répondre à ces questions et mettre en exergue les actions transformatives pour mieux définir notre avenir. Et pour commencer, le coordonnateur du chapitre GLF, Faye Cassian. Faye est coordinateur pour l'Organisation du développement des jeunes, le Jeune au Cameroun. Faye est un défendeur des objectifs des ODD. Faye, vous avez la parole. Merci pour cette présentation. Je suis heureux de pouvoir m'adresser. Aujourd'hui, je m'appelle Faye Kassendi, je suis le coordinateur du chapitre de GLF, chapitre Cameroun. Nous sommes en train d'impliquer les communautés et les systèmes traditionnels et les droits au paysage. Ceci est crucial pour construire un système alimentaire résilient. Si les communautés respectent les forêts, les fleuves et les pâturages comme un ensemble de ressources, le monde ne sera jamais en pénurie d'aliments sains. Et ce système vont garantir que ces droits soient respectés et nous pourrons construire un système alimentaire sûr et résilient et encourager les moyens de subsistance et avoir un monde plus équitable et plus durable. Partout dans le monde, ces ressources sont menacées, que ce soit à cause du résultat de l'utilisation des terres ou du développement, et ceci menace la production alimentaire qualitative et quantitative. Et nous avons une approche au niveau du comité
et pour avoir une vision transformative pour assurer les systèmes alimentaires et les droits au paysage. Et nous devons garantir que les centaines de millions de personnes puissent bénéficier de l'accès équitable aux ressources. Au Cameroun, il y a des communautés qui ont déjà compris l'importance des droits au paysage et ont déjà une perspective traditionnelle. Au Djabili, par exemple, nous avons interdit l'utilisation d'engrais. Tous les fermiers s'impliquent dans l'agriculture traditionnelle et, par exemple, nous sommes en train d'exporter des bananes et nous avons des institutions pour assurer les droits fonciers pour leur communauté et cela représente des dividendes très importants. Avoir une restauration et une résilience. En conclusion, je peux dire que assurer les droits fonciers est un droit essentiel, mais qui est clé pour les communautés qui utilisent leur savoir-faire pour avoir un meilleur système alimentaire, avoir des droits fonciers, garantir les droits fonciers des communautés, et ceci représente un grand potentiel pour la productivité, la restauration et surtout assurer un avenir plus durable, plus résilient pour tous. Merci, Faye. Et maintenant, nous allons avoir le Global Public Intellectual et consultant, Monsieur Alex Awiti, le docteur. Sa recherche dans le domaine de l'agriculture, l'écologie, la conservation, l'éducation, la politique de la santé des populations, l'économique. Docteur Awiti, vous avez la parole. Merci, Anita. Bonjour à tous. Alors, notre travail est porté par les principes définis par le panel d'experts du comité de World Food Security, du WFS. Et nous avons de nombreux pays membres en 2019. Cette image nous parle de cette politique, la science et les mouvements et la pratique. Et nous avons de différents domaines qui comprennent les aspects socio-économiques, technologiques et politiques portant sur les systèmes alimentaires de la production et la consommation. Mais au cœur de tout cela, nous avons le besoin de transformer les systèmes alimentaires en appliquant les systèmes écologiques, des principes écologiques pour garantir une utilisation rationnelle des ressources et surtout pour englober les écosystèmes qui pourront nous aider à soutenir les systèmes de l'élevage et agricole. Et nous devons tenir compte de l'espace du temps et maximiser les systèmes réglementaires et améliorer la rétention de l'eau et la gestion de l'onde pour les récoltes. Je vais présenter quelques exemples. Voici un exemple d'un système agroforestier fondé sur des systèmes de la culture du maïs dans la forêt. Nous avons un processus, nous utilisons ces arbres pour mettre à profit l'azote qu'ils produisent. Docteur Awiti, vous pouvez continuer. L'interprète vous entend. Alors, je m'excuse. Bon, voici l'image est un système agroforestier
Et nous avons un système de production de maïs et de fardébia abida. Et nous pouvons fixer l'azote grâce à ces arbres. Et nous pouvons utiliser ces arbres au lieu des engrais. Nous pouvons alors avoir des systèmes en utilisant des engrais. Et voici la prochaine image. Voici des récoltes de maïs et de gliricidia. Voici l'intensification écologique. Nous avons des solutions et on peut voir qu'en utilisant, qu'en faisant des expérimentations sur le long terme, nous avons des données probantes que nous pouvons accroître la fertilité des sols, améliorer la qualité des sols et améliorer les revenus des fermiers. Et nous pouvons améliorer et éviter la perte des sols et améliorer la filtration de l'eau et améliorer les systèmes de production et soutenir les exploitants. Et il y a toujours des brèches dans l'évidence, bien sûr, et c'est là où nous devons avancer avec une meilleure science et de meilleures données probantes pour illustrer comment comment ces systèmes peuvent euh, sur le long terme, nous aider au système de transition et pour améliorer les systèmes agricoles et avec des approches écologiques en utilisant les Recording in systèmes progress. agroforestiers. Alors, quel type de récolte pour obtenir ces objectifs? La filtration de l'eau, la rétention de l'eau, l'amélioration des terres. Alors, voici quelques exemples où nous avons des taux d'application d'engrais et de pesticides. Comment offrir une base aux exploitants pour qu'ils comprennent comment utiliser ces intercultures pour produire et pour avoir une production correcte. Alors, quelle est votre production avec les engrais ou avec les interventions des interrécoltes, avec l'abidia ou le gliricidia et le maïs, et ils doivent comprendre comment mesurer quel est le coût des services écosystémiques et la gestion et les options liées à la profitabilité et les services agricoles et les paysages qui offrent plus de production dans vos récoltes. Alors, comment documenter ces services écologiques? Alors, nous avons besoin de mieux appréhender ces questions et il faut voir quels sont les bénéfices de ces écosystèmes. Et maintenant, nous avons des échelles temporelles pour calculer les bénéfices pour les exploitants et quels sont les services les plus importants pour les petits exploitants. Mais comme je l'ai déjà dit, l'évidence est là, mais ces systèmes peuvent améliorer la qualité des sols, la production, améliorer la moyenne subsistance des fermiers et améliorer la nutrition bien au-delà des récoltes. Nous avons des arbres fruitiers. Alors, comment présenter l'évidence de telle sorte que nous pourrons aller de l'avant en termes de travail nécessaire pour soutenir la transition des politiques et ce processus de transition et passer à des processus agricoles comme une alternative et des options importantes pour protéger la production des petits fermiers et suivre les principes agricoles qui ont déjà été établis. Merci beaucoup. Nous avons maintenant le CEO de Skill Gourmet Limited, Violet Amoa Bay. Skin Gourmet Limited. Skin Gourmet Limited est une agence d'innovation
qui a des produits pour le traitement de la peau du Ghana. Bonjour, merci Anita de m'avoir invité et de pouvoir m'adresser à vous. Je vais parler des finances durables avec notre entreprise comme une PME et les différents programmes auxquels nous avons participé. C'est un instrument financier qui a énormément aidé les entreprises africaines à croître et se développer. Et que sont les finances vertes? Elles s'alignent avec les objectifs des Nations Unies, les ODD, et c'est un financement qui travaille avec les populations et l'économie pour parvenir à de meilleures opportunités. La raison pour laquelle je pense que ces finances sont si importantes, si on les compare avec les instruments financiers qui visent le court terme. Ici, les personnes sont plus importantes que les profits. Et bon, on va parler de finances, mais que sont les finances et que sont les retours financiers? Alors, ce nouveau type de profitabilité, de rentabilité vise le long terme et ces finances vertes vont affecter toute la chaîne de valeur en Afrique et partout ailleurs. Ce n'est pas seulement avoir des retours pour les parties prenantes et les entreprises, mais pour les parties prenantes dans la chaîne de valeur. Et pour les institutions gouvernementales, cela vise le long terme et c'est durable. Quand vous offrez des finances aux PME et à Skin Gourmet et les pays africains, quelque chose de très important, ces finances doivent être inclusives. Cela veut dire que ça n'a pas été facile de nous doter de ces finances car on n'avait pas les conditions pour les obtenir, car nos systèmes financiers, nos institutions n'étaient pas bien établis pour recevoir ces finances. Et la différence, c'est qu'on peut avoir l'orientation, c'est pas seulement recevoir l'argent et offrir des retours, mais avoir une mise une mise en place de la finance pour avoir un flux de la part des experts. Et cette finance vivante avec les ODD des Nations Unies pour s'assurer que l'entreprise puisse se développer de façon harmonieuse et que les erreurs et les apprentissages de l'Occident et qu'on pourra éviter toutes ces erreurs car les personnes qui reçoivent ces finances pourront s'avouer aux nouvelles techniques pour ne pas faire les mêmes erreurs. Ce type de finance est formidable parce qu'on assure le succès et la réussite de l'entreprise car les personnes qui investissent dans cette entreprise non seulement savent qu'ils vont obtenir des retours, mais là où ils ont investi maintenant, ils vont pouvoir évoluer sur le long terme et continuer à avoir des retours et un impact positif sur l'environnement, sur l'économie, les personnes et bien sûr dans l'économie globale. Alors voilà, c'est pour ça qu'il faut assurer le succès, le développement des entreprises africaines, des petites économies et des petits pays à travers ces finances vertes et si on le compare avec l'ancien système de finances. Merci beaucoup. Merci Violette. Merci à tous les orateurs pour avoir présenté vos réflexions, vos perspectives. Alors, nous allons maintenant clôturer cette plénière d'ouverture et nous allons continuer à avoir des approches ciblées, des solutions. Les interventions de nos intervenants véritablement illustraient l'importance de ces conférences et ces systèmes sont critiques pour conformer les systèmes alimentaires en Afrique. Alors, rejoignez-nous à 11h15 EAT. Et avant de clôturer, je remercie tous ceux qui ont soutenu le forum des paysages, le Forum global des paysages et le GLF 2022, le ministère fédéral pour la conservation de la nature et la protection des consommateurs, le gouvernement de Luxembourg, le Global Environmental Facility,
le programme de restauration et d'impact sur les habitants et le Globenbosch Stiftung. Et on se retrouvera à la prochaine plénière. Merci beaucoup.